Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Je m'appelle Arietti. Je m'appelle Kiki, je suis une sorcière. Je m'appelle Jenny. Bonjour à tous, c'est Adeline Chetaille. Retrouvez-moi tout de suite dans Voix Ouf avec Manon, Thomas et Vincent. Allô? Quelle joie d'entendre ta voix. C'est à moi que tu parles? Allô, y'a personne au bout du fil? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça? Bienvenue dans Voix Ouf, le podcast qui met en lumière les métiers de l'ombre de l'univers du doublage français. Alors pour ce nouveau numéro, on accueille la comédienne Adeline Chetaille, comme vous avez pu l'entendre. Salut Adeline, comment ça va? Salut, ça va? Et vous? Ça va très bien, on est content de te recevoir. Merci, aujourd'hui il fait très chaud et là on est un peu au frais, donc merci beaucoup pour cette raison-là et puis aussi de m'avoir invité, c'est un réel honneur d'être ici aujourd'hui. Et je t'en prie, on est ravis. Et alors pour ce nouveau numéro, on a à nos côtés la super-héroïne d'Allociné, celle qui reconnaît les voix plus vite que son ombre, Manon Maroufi. Salut Manon. Salut. Alors on a aussi un autre super-héros près de nous, son super-pouvoir c'est le maniement des mots et les blagues un peu douteuses, c'est Thomas Imbert. Salut Thomas. Bonjour, je vais essayer de faire le moins douteux possible aujourd'hui. On compte sur toi. Alors, pour cette première partie d'émission, on va parler d'un rôle culte que tu as doublé, Adeline, un rôle qui pourrait se résumer en une seule réplique, et on l'écoute tout de suite. Cours, Forrest, cours! Cours, Forrest! Alors voilà, c'était très court, c'est un extrait de Forrest Gump, parce que tu as doublé la petite Jenny dans ce film. Oui. Alors c'était à tes débuts, et c'est un film qui est devenu culte au fil du temps. Et est-ce que toi, comment ça s'est passé cette première incursion? Est-ce que c'était déjà ton premier rôle ou pas? Comment ça s'est passé cette... Alors non, c'était pas mon premier doublage, mais c'était je crois la première année ou la deuxième année où je faisais du doublage en 92-93. Mon premier rôle, ça a été dans Bambi. J'ai fait un petit lapin au tout début du film qui dit venez, on va voir à quoi il ressemble. Un peu comme ça. C'était toi. Super hésitant. Et après, j'ai enchaîné sur Cours Forrest. Et en fait, sur Forrest Gump, pardon, avec cette fameuse réplique. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'étais vraiment petite et je comprenais pas tout ce qu'il y avait dans ce film, notamment une scène où Jenny court dans les champs de blé et son papa la poursuit. Et je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. C'est en regardant le film plus âgé que j'ai compris quelle était la tension réelle de cette scène. Et c'est un merveilleux souvenir pour moi, ce doublage. Et ça fait partie des rôles qui m'ont vraiment donné envie de poursuivre ma carrière. Tu disais que tu avais quel âge à l'époque? J'avais 7 ans et demi, 8 ans. Ah ouais. Il y a un âge minimum pour commencer le doublage ou c'est... Non, il n'y a pas de minimum, savoir parler, peut-être. Et encore, parfois, ils ont besoin de bruit de bébé, donc voilà. Mais ça, c'est plus des choses de post-prod, je pense. Mais non, il n'y a pas d'âge minimum. Alors par contre, il y a un âge minimum pour travailler légalement. Donc avant l'âge de 16 ans, c'est des déclarations à la DAS. Il faut avoir des autorisations et voilà. Donc les enfants travaillent assez rarement. Mais c'est chose possible. Ok. Et justement, Thomas, Manon, vous avez découvert Forrest Gump en VF, j'imagine? Tout à fait. Et je le connais même pas en VO, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est le genre de film culte qu'on ne verra sans doute jamais en VO, d'ailleurs. Parce qu'on était jeunes. Ouais, c'est ça. On était jeunes. Et ouais, c'est comme beaucoup de choses aujourd'hui que découvre la nouvelle génération en VF, parce que quand on est jeune, on regarde en français, et puis après, ça nous marque. Et c'est vrai que c'est difficile après d'écouter de la VO. Mais quand on devient adulte, on écoute un peu plus la VO, je pense. Après, il y a évidemment Tom Hanks qui est... Pour moi, il a la voix de Jean-Philippe Puy-Martin, même dans la vie réelle. Donc, c'est des films avec Tom Hanks, c'est souvent porté par cette voix-là. Donc, particulièrement ceux-là, moi, je trouve qu'il faut les... Enfin, si on aime la VF, il faut les voir en VF. Vraiment. Puis cette phrase culte, ne serait-ce que cours Forrest cours, l'entendre en VO, je pense que ça en déstabiliserait plus d'un. Ouais, c'est clair. Oh non, ça va, c'est bien aussi. Non, mais on prend bonne note, peut-être que je l'écouterai en VO. Mais ça peut être intéressant de redécouvrir ce film. Bien sûr. Mais je pense que le doublage est assez bien. Voilà. C'est un film cinéma, donc forcément la qualité est toujours présente normalement. En tout cas, sur le site, c'est un des films, un des rares films... On a beau ressasser tous les secrets de tournage dessus, etc. Ça marche toujours. Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait que c'est un film culte? Est-ce que la VF participe de ce côté, en tout cas pour certains films, est-ce que ça participe vraiment
la rendre, on va dire, immortelle, un peu comme Retour vers le futur, etc. Pour ce film-là, je pense... Alors, très sincèrement, je pense que Forrest Gump, c'est un film suffisamment puissant et suffisamment fort pour être culte, quelle que soit la version vocale. Mais je pense que pour le public français, il y a des films comme Retour vers le futur, effectivement, où ça apporte un petit plus. Peut-être que celui-là aussi, mais de toute façon, je pense que Forrest Gump est culte, quel que soit le pays. C'est ça. Oui. À la limite, le culte passe, comme je disais, par les répliques de ce style-là qu'on retient au fil des générations et qu'on inculque après à nos enfants. Moi, le cours Forrest court, c'est ma maman qui me l'a sorti avant que je voie le film. Et sur le coup, on se dit, mais c'est qui ce Forrest ? Pourquoi est-ce qu'il court ? Où est-ce qu'il va ? Et une fois qu'on voit le film, on se dit, ah oui, en fait, c'est vraiment une réplique, et au-delà de la réplique, le film qui a marqué la génération. Et c'est ce qui donne envie de le voir aussi. C'est de se dire, mais qu'est-ce que ce film a pour avoir marqué autant les gens ? Et une fois qu'on le voit, on comprend. Et je pense qu'on fera la même chose avec les générations qui suivront. Moi, je ne savais pas du tout que c'était culte. Quand je l'ai fait, évidemment. Mais même, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Comme je n'ai pas été scolarisée, j'étais à l'école à la maison tout le temps. Donc, ça m'est arrivé vraiment des années plus tard où j'ai entendu quelqu'un faire « Cours, Forrest, cours ». J'ai bugué, quoi. J'étais là genre... C'est moi qui dis ça, c'est bizarre. Mais c'est quelque chose dont... Est-ce que tu as déjà des personnes qui savent que tu as fait ça et qui te redemandent de le faire, je sais pas, dans le boulanger qui dit « Ah, vous avez fait telle voix ». Non, parce qu'en fait, on me reconnaît pas. Quand je dis une baguette, s'il vous plaît, personne me dit « Ah, mais vous êtes la voix de... » C'est plus pour d'autres rôles. Non, j'ai pas ça. Et puis même, bon, comme c'est une voix d'enfant... On me demande pas forcément de refaire ce truc, heureusement, parce que je me retrouverais bien embêtée. Mais cela dit, je garde toujours cette réplique en tête, et puis aussi d'autres répliques du film, parce que c'est vraiment pour moi, c'est la cristallisation de ma voix d'enfant. Et donc, quand on me demande de faire, parce que je fais aussi parfois des voix d'enfant, j'essaye de me rappeler ça et d'aller retrouver cette petite voix. Pour la limiter à peu près, pour retrouver cette candeur et ce petit truc. Mais bon, les enfants, ils ont un timbre, ils ont un petit voile sur la voix qu'on peut pas refaire, quoi. Tu es stupide ou quoi ? Maman dit n'est stupide que la stupidité. Et ça, quand on est justement un enfant comédien, on n'a pas peur de perdre cette voix-là pour plus tard, et dire on ne trouvera plus de boulot si on change de voix. C'est surtout peut-être pour les garçons. Je pense que c'est surtout pour les garçons. Et je connais des comédiens garçons qui ont mué pendant leur carrière. Ça a été un peu compliqué, ce passage-là. Moi, j'ai pas eu. Moi, c'était plutôt le problème inverse, où je me suis demandé à un moment si j'allais pas faire que des petites filles. Parce que comme j'ai évolué, j'ai été dans ce milieu avec une voix d'enfant, jusqu'à mes 20 ans, je faisais beaucoup de rôles d'enfant, puisque c'est quelque chose qui est très rare et qui est très demandé, de trouver une petite voix pour faire les rôles d'enfant. Et j'ai eu un peu peur d'être cantonnée à ça. Et puis en fait, non, ça a été. Mais j'ai fait exprès, quand on m'appelait pour faire un rôle d'enfant, je faisais exprès de faire ma petite voix, faire machin quand j'enregistrais. Puis après, je me retournais vers le directeur artistique ou la directrice artistique et je faisais ça te convient Comme ça, je me suis dit, ils vont peut-être se dire ah tiens, elle a aussi une voix d'adulte. Et ça a marché, je crois. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais ça a marché. Et ça, ta voix, on te demande pour certains rôles de la faire beaucoup plus grave ou de la moduler vraiment. Oui. C'est quelque chose que tu arrives à faire facilement ou ça te... Alors, je peux pas descendre dans des graves incroyables, évidemment, mais pour un rôle un peu plus âgé ou un personnage un peu plus abîmé par la vie, je descends un petit peu pour assumer et endosser ce rôle-là. Ça peut fonctionner, mais j'ai une voix qui est plus jeune que moi, mais je dirais pas mon âge. Ok, on a un peu balayé le côté Forrest Gump et maintenant on va passer à la deuxième partie de l'émission qui est un petit quiz que nous a préparé Manon, qui va permettre de voir un peu les différents rôles que tu as pu faire et qui sont tous très, très différents. On va pouvoir le constater. Ton nom c'est quoi, pied tendre ? Qui es-tu ? Dis-moi plutôt qui tu es ?
D'ailleurs, c'est petit aparté personnel, mais je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que c'est en partie ta voix qui m'a donné l'amour du doublage. Voilà, grâce à High School Musical, à l'époque. Voilà. J'avais 10 ans quand le film est sorti, donc voilà, je regardais encore en VF à l'époque. D'ailleurs, je n'avais même pas la notion de doublage. C'est ma maman qui me l'a inculqué en me disant, mais ce garçon-là, à la télé, tu pourras jamais l'épouser parce qu'il parle anglais et toi, tu ne parles pas anglais. Et moi, je disais, mais non, il parle français. Et elle m'a dit, non, c'est un comédien de doublage. C'est Johan Sauveur, dans KD2A. Quoi. Je me suis dit, donc raison pour laquelle j'ai appris à parler anglais plus tard, mais bon, ça c'est autre chose. Pour épouser Troy Bolton. Exactement. Est-ce que tu peux nous le redire en chanson? Alors, je vais vous épargner ça. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Mais du coup, pour ma première question, donc on va partir sur High School Musical. Et c'est histoire de savoir si tu as bien retenu les petits aléas du film et les petites infos voilà, concernant ton personnage. Donc tu doublais Gabriela Montez, qui est l'héroïne, je pense que on a le droit de maintenant... jouer. Oui, bien sûr, vous avez le droit de jouer. Vous avez vu High School Musical? Il y a longtemps, très longtemps. Non. Faute. Je tiens à dire que je leur ai donné les rôles sur lesquels j'allais t'interroger, donc Ah oui, logiquement, ils sont censés avoir révisé un petit peu. Voilà. Donc, dans High School Musical, Gabriela Montez et Troy Bolton, qui est donc doublé par Johan Sauveur, que j'aime énormément aussi, s'il nous écoute, se rencontrent au karaoké un soir de fête. Mais de quelle fête s'agit-il? C'est le Nouvel An. Voilà, exactement. Tu vois, j'aurais dit Noël. Voilà. Ah bah Bon, non. c'est pas très loin. Eh ben, tu n'as pas bien révisé. Et c'était dans quelle ville? Ah, ça, par contre... Alors ça, j'en ai aucune idée. C'est une par ville contre. fictive, non? Non, je sais plus. Ah non, je crois que c'est des... Est-ce que ce serait pas Albuquerque? Ou alors ils sont à Albuquerque. Oui. Mais je sais que on m'a posé j'ai eu un quiz avec Johan justement il y a pas longtemps. Et il y a une ville. Donc voilà, je vous laisse répondre à cette question bonus. Alors, il me semble que le lycée est à Albuquerque. Après, est-ce qu'ils se rencontrent dans la même ville? Je ne me rappelle plus du tout. Ailleurs, Ils sont ailleurs, exactement. Ouais, donc, j'avoue que là, je sèche moi aussi. Et pourtant, je me suis dit fan, c'est la honte. Je me rappelle plus, mais je l'ai su il y a pas On le longtemps. regardera en off. Ok, donc voilà pour High School Musical. Ensuite, on passe à la deuxième question. Tu as doublé également Rosita dans The Walking Dead. Enfin, tu doubles toujours, puisqu'au final, ça n'est pas terminé encore. Oui. Voilà, pas de spoil. Ouais. On sait Logiquement, voilà. Peut-être qu'elle est morte entre-temps. Exactement. Je ne dirais même pas où je me suis arrêtée pour ne spoiler personne. Et voilà. Donc, lorsque Rosita... Là, vous pouvez répondre, hein, je pense que vous avez tous vu Walking Dead. Lorsqu'elle rejoint le groupe de Rick, elle est accompagnée de 2 autres personnes. Ok. De qui s'agit-il? Abraham et Eugene. J'attendais le Eugène à la française, par Eugene. contre. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire Abraham qu'il et a Eugene. regardé en VO. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, oui. Mais j'ai pas pu attendre la VF à ce moment. Enfin, je veux pas critiquer la série, mais à ce moment-là, c'était particulièrement palpitant, du coup, je pouvais pas attendre. C'est vrai, j'ai eu ça Excuse aussi. acceptée. Du coup, vu que tu as regardé en VO, est-ce que tu savais que c'était Adeline qui doublait Rosita? Pas du tout. Et ben voilà. C'est vrai que Je l'ai pour- appris en le révisant. Voilà. C'est vrai que pour Rosita, moi non plus, je suis complètement passé à côté. Je me suis dit, ah oui, c'est toi. Et ça Il s'agit justement de ma voix grave. Ouais. Pour le Mais coup. oui, parce que c'est vrai que même en VO, elle a un timbre très, Très bas. très bas. Oui. C'est un personnage très, très guerrier. Donc, ouais, je comprends du coup qu'on soit un peu déconcerté. Tu es sa voix officielle à Christiane Serratos, du coup? Alors, la notion de voix officielle est un Oui. petit peu complexe. Bien sûr. Mais en effet, je l'ai toujours suivi, je crois. En tout cas, je l'ai rencontré, je pense que je devais avoir 14 ans. Enfin, je l'ai rencontré, vocalement parlant, sur une série qui s'appelait Ned. Ned, je sais plus comment. Et Benoît Dupac, qui faisait la distribution de Walking Dead, m'a vu. Je pense que je devais être recensée sur RS Doublage ou un truc comme ça. Et il a vu mon nom, il a dit « Ah ouais, carrément ». Et puis voilà, donc ça s'est fait naturellement. Ouais. Mais si elle tourne dans autre chose après, c'est pas sûr que ce soit moi. Je pense notamment à la série Netflix qui est sortie avec elle là récemment. Ah, quoi Vite, Vite, c'est mon téléphone. Mince, je sais plus le nom. La honte. Je l'ai toujours pas vu. Du coup, je sais pas du tout ce qu'il en est du casting VF. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Bah, a priori, c'est pas moi, puisque je l'ai pas redoublé depuis. D'accord. Donc, j'ai dû être évincée du casting. Il me semble... Selena, je crois que c'est ça. C'est un biopic. Donc, c'est sorti il y a peut-être quelques mois, je sais plus. Honnêtement, Ok. je me rappelle plus. Bon. Bah, j'étais même pas au Ça se courant. trouve, il n'y a pas de VF. Je ne sais pas, je n'ai pas du Peut-être. tout regardé la série, donc Ah, je si. ne saurais Enfin, pas si dire. c'est Netflix, ils font des VF tout le temps. Ils font en des VF général. tout le temps, d'accord, je ne Ouais. le savais pas. Bon. Sauf pendant le premier confinement, je crois qu'il y a eu un petit moment Oui, il y a eu des où décalages. Il y a manqué de VF, mais C'est vrai. ça a été très rapide.
Troisième question, et là je vais parler à la génération sitcom des années 2000, puisque tu as doublé Claire Kyle dans Ma famille d'abord. Alors moi c'est un rôle que j'adore. Voilà. Dès qu'il y a des rediffusions, je les regardais encore et encore. Et j'y ai mis toute ma famille, donc voilà. C'est devenu quelque chose, un rituel familial maintenant. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu. Si je regardais. Si tu regardais. J'étais pas assidu, j'ai pas vu toutes les saisons. Je pense avoir pris une question un petit peu facile. Comment s'appelle le petit ami de Claire ? Alors là. Moi, je sais. Je sais pas. C'est à la rapidité, j'ai envie de dire. Oui, c'est Tony. Bravo. Oui, et je tiens à dire félicitations parce que ça fait 3 questions sur 5 et je n'ai même pas eu besoin de donner de propositions. Tu as tout de suite. Non, Eugene, Oui. c'était pas moi. C'est vrai. Et d'ailleurs, je me rappelais plus parce Je que. suis sûr que t'aurais trouvé. J'aurais trouvé, je pense, mais sur le coup, j'ai un petit peu paniqué parce que pour moi, je dis toujours le roux et le surdoué. Ça leur va bien. Bah ouais, parce que quand on me demande Rosita, mais c'est qui Rosita ? Je fais tu sais, elle arrive avec le roux là. La coupe mulet, t'aurais pu. Ouais. Voilà, Oui, c'est la hyper coupe mulet. réducteur, je suis désolée. Non, mais on retient les noms comme on peut. En plus, ils sont beaucoup dans The Walking Dead, donc c'est vrai que. Puis j'ai pas envie de dire que c'est pas les plus importants non plus. Hein, donc. Non, c'est vrai. On est d'accord. Donc, 4e question, et là c'est mon petit plaisir à moi puisque je regarde beaucoup d'animés, donc j'ai voulu caser une petite question sur Seven Deadly Sins, puisque tu doubles Elisabeth. Et du coup, là j'ai pris une question un petit peu méchante. Combien y a-t-il eu de réincarnations de la déesse avant la Elisabeth qu'on connaît dans la série ? Beaucoup ? Beaucoup, oui. C'était la bonne réponse. Je peux te donner des chiffres, mais j'imagine que ça va être un peu au hasard après. Je sais plus, j'ai une centaine. Non. Alors, c'est soit une dizaine, soit une centaine, mais je pense que c'est plus une centaine, voire 80, je sais pas. alors je vais te Peut-être, donner mes propositions. J'ai 24, Ouais, 59, ouais. 87 ou 106. Ça doit être 106. Ouais, bravo, Ouais. c'est 106. Et pourtant, j'ai posé la question à ma sœur qui est fan de la série et qui n'a pas été fichue de me répondre et qui m'a dit 24. Donc elle était vraiment à l'opposé pour le coup. Je me suis dit, mince, la question elle est peut-être un peu méchante, mais non. mais je me souvenais que c'était un gros chiffre, puisque à un moment on le dit. Et je sais plus, elle raconte un peu son histoire et voilà. Je sais pas si Elisabeth dit 106 vraiment, mais bon, il me semble avoir vu passer un truc comme elle ça. est 107e, donc la logique veut qu'il en C'est ait eu ça, 106 je crois qu'elle le avant. dit, ouais, voilà, je crois donc qu'elle c'est le dit. peut-être pour ça, si on C'est se la rappelait... 107e fois que je me réincarne. Voilà, si on avait le 107, on pouvait deviner du coup combien il y en avait eu avant. Et justement, Ouais, dans ce genre d'animé où il peut y avoir beaucoup d'épisodes, est-ce que toi tu suis le truc où on te donne une trame et tu forges ton personnage à travers ce que tu vois à l'écran ou tu essaies d'en savoir plus en regardant Alors, des il y a épisodes? une particularité sur tout ce qui est production de manga, en tout cas en VF. On est souvent à court de temps, malheureusement. Ce qui explique parfois des petits... comment dire des petits à côté, voilà, je vais dire ça comme ça, parce que parfois on n'a pas le temps d'écouter la VO et on n'a pas le temps de réécouter non plus, donc on travaille souvent au fusil, comme on appelle, voilà, c'est le terme qu'on emploie. Ça se fait de moins en moins, je vous rassure, mais ça peut encore arriver, et sur certaines sessions de Seven Deadly Sins, c'est arrivé. Et donc le problème quand on travaille comme ça, c'est qu'on est seul, on n'entend pas les répliques des autres, on n'a même pas le temps de les lire quelque part, et juste on enchaîne ces répliques. Donc parfois on ne comprend pas grand-chose à ce qu'on fait. Quand c'était le cas, mais ça remonte à quelques années, puisque Seven Deadly Sins, ça fait un moment déjà, je crois qu'on enregistre ça. Moi j'avais pris l'habitude de regarder les épisodes avant. Je les avais trouvés et je les regardais pour comprendre un petit peu de quoi ça parlait et pouvoir être tout de suite dans mon personnage. Donc j'étais imprégnée, on va dire, de la VO et je savais un peu où j'allais. Puis, bon, là, sur les dernières années, je ne l'ai pas forcément fait, mais on travaillait un petit peu plus doucement quand même, donc voilà, à certains moments. Donc, en fait, j'ai envie de dire que je ne peux pas forger de caractère ou de personnage, pour moi en tout cas, autre que ce qui existe réellement. Et donc mon travail, ça va vraiment être de coller au plus proche de ce qu'il y a en original, sauf si je suis pas du tout d'accord avec le jeu qui a été fait, ou voilà, il peut y avoir aussi des mauvais acteurs en doublage. Mais le japonais, c'est quand même assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc voilà, j'essaye de me rapprocher le plus possible de la personnalité d'Elisabeth, avec le danger de la rendre un petit peu niaise parfois. Donc j'essaye toujours de faire en sorte d'aller plus vers la douceur et la gentillesse que vers la naïveté
Et voilà quoi. Ok. Et du coup, dernière question, on passe de l'animation aux jeux vidéo, puisque tout le monde, je pense, te connaît principalement pour ça dernièrement. Tu es la voix de Ellie dans The Last of Us. Et du coup, là, on va reparler ville, puisqu'on parlait d'Albuquerque tout à l'heure dans High School Musical. Là, je voudrais savoir dans quelle ville Ellie et Joel se rencontrent-ils? Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du tout. J'ai fait le premier jeu. J'ai pas fait le 2 encore. Oh là là. Bah justement. Moi, j'ai fait les deux. Mais Et tu n'as pas la réponse non plus. non, j'ai pas. Attends. C'est plutôt au nord des États-Unis, ça c'est sûr. Je peux vous donner des propositions si vous Je- souhaitez. Ah vas-y. Très bien. Alors, on a Boston, Denver, New York ou Philadelphie. Alors c'est marrant, dans ma tête il y avait Denver, mais Boston me parle plus. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est pas New York, ça c'est sûr. Non. Ok. Mais les trois autres, je me dis que c'est possible. Donc, Ah, purée. Boston ou Denver? allez, moi je dis Denver. Ok, Denver. Je dis Philadelphie. Thomas. C'est vraiment histoire non, de- Philadelphie, c'est pas là où ils vont justement. Ah, peut-être, oui. Ah, ça fait longtemps que je l'ai fait. T'as dit Moi j'ai dit Denver. Denver. Bon bah je dis Boston, du coup, Ouais, comme ça, comme ça, au voilà, moins, on verra bien qui. Ouais, Chacun- C'est Boston. Bien joué, bien joué. Voilà, donc il y a quand même logiquement. Mais il y a voilà, un la Denver comédie. quelque part, ils doivent s'arrêter ou il y a un truc, je sais pas. Oui, Moi, Et je- les villes ouais, se ouais. ressemblent toutes, tout a été détruit, voilà. Donc, Je vous avoue que j'ai fait les propositions, je me rappelle plus exactement comment, mais j'ai dû voir passer Denver quelque Ouais. part et du Ouais, coup je me y a suis dit je vais un- les y a un embrouiller un truc. petit peu en Ouais, ouais. mettant. Bah ouais, ces c'est vrai que ça m'a propositions. embrouillé parce que j'avais ça en tête, je sais pas Donc pourquoi. voilà. Bien joué. Bien Bravo. joué. Et ben, Et en plus, ça fait une super transition. On l'a travaillé, hein, je dois t'avouer. ce n'est pas de l'improvisation. Parce qu'on va, on va s'écouter un petit extrait justement de Ellie. Je l'ai choisi un peu à dessein parce que on va en parler. On va en parler. On lance l'extrait tout de suite. Qu'est-ce qu'un cercle pourrait bien dire à un triangle? Qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues? Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Les croque-monsieur. Est-ce que tu te souviens de ce petit passage Les blagues de d'Ellie. Blagoon? Oui, c'est dans le DLC avec sa copine Riley. interprétée par Jessica Monceau. C'est bien ce qui me. Je me demandais si c'était dans le DLC ou dans le début du 2. Non, Parce que ça aurait pu il y a, aussi. Mais... elle parle de Riley dans le, Ah oui. dans le premier, mais on ne la voit jamais. Le DLC, c'est sur cette histoire, justement. Effectivement, dans le centre Elle en commercial. parle. Ouais, elle en parle au moment où elle explique à Joël qu'elle a attendu la mort et qu'elle n'est pas venue. J'attends toujours mon tour. Ellie. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Et là, pareil, le jeu vidéo, c'est une grande partie de ton univers. Tu as fait beaucoup de doublage de jeux vidéo. Mhm. Est-ce que toi-même, tu es une gameuse, comme on dit, Ah ou là là, pas du tout? l'éternelle question. L'éternelle question. Et est-ce que... Non, je suis pas gameuse, mais je suis observatrice de gamers. On peut dire ça comme ça. Et est-ce que justement, là aussi, il y a une différence entre doubler des personnages, c'est entre le live action et l'animation, Mhm. le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a on va dire une technique spéciale ou c'est différent? Comment ça se passe? Alors, il y a une énorme différence technique, ça c'est clair. Déjà, dans un premier temps, alors, avec ce qui s'est passé dans le monde dernièrement, on s'est retrouvés beaucoup seuls en studio, mais à la base, le doublage se fait plutôt entre partenaires de dialogue. On est convoqué pour avoir la personne qui nous répond en face et pouvoir interagir et avoir vraiment cette notion de répartie. En jeu vidéo, c'est impossible. On est forcément seul, même quand on a une continuité dialoguée avec quelqu'un. Premier point technique. Deuxième point technique, nos phrases sont divisées en petits fichiers, puisqu'il faut que ces fichiers soient implémentés dans le jeu et se déclenchent en fonction des actions du joueur. Donc pareil, pas de continuité à ce moment-là. Au niveau technique, on n'a pas de bande rythmo. Alors ça se fait de plus en plus pour tout ce qui est cinématique, et ça c'est génial, mais pour tout ce qui est ce qu'on appelle in-game, donc toutes les petites phrases qui vont arriver justement et se déclencher en fonction des actions, c'est en fait une suite de phrases dans un fichier Excel. On a ça d'un côté, cet écran-là, et puis on a un autre écran avec les formes d'ondes, des fichiers originaux, et une copie fantôme. Donc en fait on voit la forme, on écoute et on voit cette forme, et on se synchronise sur cette forme. Donc c'est une autre forme de synchronisation et de lecture différente de la bande rythmo. Alors la bande rythmo à côté, ça devient un jeu d'enfant.
Donc ça demande quand même techniquement pas mal d'appui, on va dire. Et dernier point très important, on a peu de références physiques en tout cas. On ne voit pas notre personnage, on ne le voit pas respirer, on ne le voit pas bouger, ou alors très peu. Ça peut arriver sur certaines productions où on a accès à certaines images et on peut comprendre un peu de quoi il s'agit. Ça dépend vraiment des informations qui ont été transmises ou pas. Donc parfois, on peut dire des choses sans savoir pourquoi on les dit, dans quelles circonstances. Et ce qui peut parfois donner, là aussi, des petits problèmes de gens qui se répondent pas trop ou des choses un petit peu, des incohérences. Mais ça va vers l'amélioration et j'en suis très heureuse puisque les jeux vidéo, pour moi, ont énormément évolué, sont devenus maintenant, tels The Last of Us, des films, pour moi. La qualité du scénario et de l'image sont comme dans des films. Donc ça méritait aussi une amélioration au niveau du doublage. Et c'est le cas pour mon plus grand bonheur, puisque j'adore faire du jeu vidéo. C'est pas forcément ce que je préfère. J'ai pas de préférence, pour désamorcer une autre question. Mais en fait, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est justement cette liberté qu'offre le fait de ne plus avoir d'image et de devoir imaginer et se remettre en condition à chaque phrase, de se dire ok, là je suis dans tel endroit face à un monstre ou tranquille. Donc l'imagination travaille énormément et on perd ces appuis qu'on peut avoir en doublage où tout est servi sur un plateau, c'est-à-dire qu'on voit exactement quelle est la situation et on n'a plus qu'à recopier quelque part. Et pour moi, le jeu vidéo permet une immersion. Mais c'est aussi parfois un petit peu plus fatigant et contraignant puisqu'il faut s'accrocher, quoi. Ce personnage justement de Ellie a pris une ampleur assez exceptionnelle. Là pareil, c'est un peu un mystère. Pourquoi ce personnage il plaît autant? Est-ce que toi t'y as pensé? Tu t'es dit mais pour moi c'est un personnage comme les autres? Ou est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui fait qu'il a ce petit truc en plus? Qu'est-ce qui est... Je sais pas, qu'est-ce qui fait son sel à ce personnage selon toi? J'y ai pas pensé dans ces termes. Je me suis pas dit pourquoi est-ce que les gens l'aiment ou voilà. Moi, je l'ai aimé. Donc j'ai réfléchi plutôt en me disant quel personnage incroyable. Et qu'est-ce qui fait que je l'aime et que peut-être d'autres personnes l'aiment? C'est que elle incarne pour moi la survie, la force. Et en même temps, elle a tous ses doutes et toutes ces choses terriblement humaines, terriblement normales. Sa colère aussi, voilà, qui peut peut-être faire un petit peu écho à beaucoup de personnes qui traversent l'adolescence. En tout cas pour le premier. Le deuxième, c'est différent. Mais c'est vraiment pour moi un des personnages, je ne peux pas dire le personnage, puisqu'il y a beaucoup de personnages dans ma carrière qui m'ont beaucoup marqué. Mais c'est vraiment un des personnages emblématiques pour moi de ma vie, de ma carrière. Et elle m'a beaucoup apporté. J'ai vraiment de merveilleux souvenirs des enregistrements, de ces conditions aussi d'enregistrement. Et une admiration pour le travail qui a été fait par Ashley Johnson, qui, elle, a interprété le rôle aussi physiquement. Et ce scénario incroyable, quoi. Donc je suis honorée et très très heureuse et parfois même un peu émue d'avoir pris part à ce projet magnifique. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Est-ce que il peut y avoir un pont entre le doublage VF pour le jeu et une adaptation ciné ou série? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Bon, c'est pas de ton ressort, c'est sûr, mais Non. Est-ce que tu penses que les personnes en charge d'une adaptation peuvent se dire on va prendre les acteurs du jeu? Tout dépend d'entre quelles mains se retrouve ce projet et quels sont les choix. Ce qui se passe souvent, et ce que j'ai pu voir assez régulièrement au cours de ma vie, c'est qu'il y a assez peu de communication entre le jeu vidéo et le monde de la série ou du film. Souvent, on change les voix, on fait un nouveau casting, tout simplement parce que les informations ne sont pas forcément relayées, ou alors très rarement. Et à part si le client, par exemple Naughty Dog,
dit « Écoutez, on va faire tel truc, on voudrait avoir une continuité sur la VF », si eux n'imposent pas ça, ça va se retrouver quelque part et la personne qui va avoir ce projet en charge ne va même peut-être pas... Alors ça m'étonnerait, mais il est possible qu'elle ne sache même pas que ça vienne d'un jeu vidéo. Bon, c'est assez improbable aujourd'hui quand même avec tous les médias et tout ça, mais c'est possible. Deuxième point, est-ce qu'il est justifié, est-ce qu'il est intéressant de reprendre la même VF ? Je ne suis pas sûre, puisque ce sont des comédiens différents qui interprètent le rôle. À mon sens de spectatrice, il faut, si c'est un autre personnage, une autre comédienne, une autre interprétation, il faut laisser libre aussi à la VF de changer et peut-être se décrocher de cet affect qu'on a pour The Last of Us et pour le jeu et se laisser embarquer dans une autre histoire avec une autre interprétation. Personne n'est d'accord avec ça, avec moi, autour de moi. Tout le monde me dit, mais si, il faut absolument que tu fasses la VF et tout. Alors, évidemment, moi, je me tire pas de balle dans le pied et je ne dirais pas que je refuserai, puisque je ne refuserai jamais. Déjà, parce que dans mon métier, on ne refuse pas de travail. Ça n'existe pas. Et d'un autre côté, évidemment que je retrouverai Ellie avec plaisir. Et évidemment que je rêverai de la réinterpréter et peut-être de revivre ce que j'ai vécu. Ça, d'un point de vue très égoïste et très personnel, je dis mais oui, carrément, je voudrais la faire dans les films, les séries, à tous les âges possibles, toute ma vie. Si je pouvais faire plus que ce rôle-là, ça ne me gênerait même pas. Mais, selon moi, surtout là sur la série, par exemple, il y a des acteurs qui ont été castés et qui ont déjà eu des apparitions plus que remarquées dans certaines productions. On ne va pas leur mettre forcément une voix qui n'est pas la leur, alors qu'on est habitué à leur voix. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que je ferai un casting, peut-être que j'aurai une chance, peut-être qu'on ne m'appellera même pas, peut-être qu'on m'imposera, je ne sais pas, tout est ouvert. Alors, je connais quelqu'un qui serait d'accord avec toi, c'est Éric Legrand, qui a parlé justement de... Il y a eu une petite polémique parce qu'il n'a pas repris son rôle de Seiya dans la nouvelle version Netflix des Chevaliers du Zodiac. Et lui a dit que ça ne le choquait pas parce que justement c'était une nouvelle réinterprétation et que il n'était pas le garant de ce personnage, il l'avait déjà fait et qu'il avait changé peut-être un peu de voix. Donc c'est très... je comprends ce point de vue et je suis tout à fait d'accord. En tout cas. C'est un point de vue qui se défend artistiquement. Ouais. Tout dépend aussi de ce qu'ils font dans le film et dans la série. Par exemple, moi, la série, si c'est vraiment refaire le jeu vidéo et tout le scénario à l'identique, je vois pas forcément l'intérêt de cette série. Mais connaissant les personnes qui sont derrière le scénario, je pense qu'il y a un petit twist et qu'on va peut-être être surpris. J'espère en tout cas. Mais par rapport au pont entre jeux vidéo et cinéma, et notamment Naughty Dog, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'ils feront sur Uncharted, qui est censé sortir depuis quelques mois déjà, puisqu'il a été repoussé. Mais même si Nathan Drake n'a pas le même âge dans le film que dans les jeux, le personnage de Sully, par exemple, au niveau des voix, peut-être que ça pourra donner un indice sur ce qu'ils font sur The Last of Us, puisque c'est le même... C'est pas forcément dit. Ouais. C'est pas forcément dit. Comme c'est Naughty Dog, je me disais. Ouais, mais je me fierais pas forcément à ça. Moi, j'étais persuadée, par exemple, qu'il y aurait un générique avec les noms français au début de The Last of Us partout. Comme sur un autre jeu vidéo, de la même... Bon, bref. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je ne tiens jamais rien pour acquis. Voilà. Tant que je suis pas en train d'enregistrer. C'est vrai que ça commence à venir. Ce serait bien que les voix VF soient inclus dans le générique. Je trouve que ça participe tellement à l'immersion du joueur, qui souvent joue avec un casque, qui plus est. Je pense qu'on aurait nos places, peut-être pas au générique début, mais au moins au générique de fin. Je sais pas pour la plupart des joueurs, mais moi avec ma sœur, quand on joue, c'est notre petit truc, c'est d'essayer de reconnaître les voix. Et c'est vrai que c'est des voix qui sont devenues même mythiques pour la plupart. Et voilà, on sait dire, tiens, c'est Jessica Monceau, tiens, c'est Adeline Cheta. Et voilà, c'est pas du tout la même génération de comédiens de doublage quand on parle de Jean-Philippe Puy-Martin qu'on mentionnait tout à l'heure, ou voilà ce genre de grands comédiens aussi. Mais là, je pense que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a une autre génération qui est là, qui est bien ancrée depuis plusieurs années.
notamment pour toi qui a commencé très très jeune, et qu'on connaît aussi. On est capable de donner leur nom, on est capable pour la plupart de leur donner un visage, et du coup, je sais pas, mais moi ça donnerait une plus-value de voir le nom de certains comédiens de doublage sur un jeu vidéo. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'ils commencent. Moi je pense que ça va se faire, ça s'est fait assez tardivement pour les séries et les films. Il fallait vraiment aller en fin de générique pour voir. Et encore, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout. Les cartons ont été imposés plus tard. Mais c'est pas grave. D'un autre côté aussi, il y a quelque chose d'agréable à rester un peu dans l'ombre, à rester à sa place, à rester derrière toute cette production, puisque c'est aussi notre place, je trouve. Mais bon, ça a énormément évolué. Le doublage est devenu de plus en plus médiatisé. Grâce notamment au Talent Voice, comme on appelle. Et il y a plein de comédiens qui ne sont pas du tout contents qu'il y ait ça, mais moi je trouve que ça a contribué beaucoup à mettre en lumière ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, de recevoir des messages de personnes qui me disent t'as marqué mon enfance, ou bravo pour tel rôle et tout, c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé quand j'ai débuté. Alors justement, moi je pouvais pas faire cette émission avec toi sans parler d'un personnage de jeu vidéo que j'adore depuis que je suis tout petit. Je pense que tu as deviné de qui je voulais parler. J'ai une petite idée. Mei dans Overwatch. Non, c'est pas... Comment avons-nous pu en arriver là? Les créatures divines, les gardiens, retournés contre nous. Impossible. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompus. Daruk, Revali, Mipha, Urbosa, tous prisonniers de leurs créatures. Le jeu est bouleversant, je trouve. C'est Zelda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, le personnage de Zelda qui, pour la première fois, a eu une voix. Et incroyable. Moi qui suis fan de la saga depuis que j'ai 10 ans, je pense, j'ai ressenti vraiment une émotion vraiment intense à travers cette interprétation. Et tant mieux, je suis contente. Je pose la question à chaque fois. Est-ce que tu as pleuré? Ah oui, on verse justement à ce moment de l'histoire, on verse notre larme, on est vraiment à fond dans cette histoire. Et je voulais savoir justement, toi, comment tu abordais ces scènes émotionnelles. Ah bah je pleure. Est-ce que quand il faut pleurer, est-ce que tu as besoin un peu d'être en mode acteur studio, ou est-ce que tu te lances de manière instinctive? En fait, cette scène, par exemple, je suis incapable de la voir sans pleurer. Donc, dès le départ, quand je l'ai regardée en japonais, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'elle se mette à hurler vraiment. Il y a un moment un peu... Je ne sais pas si vous avez écouté le japonais, mais bon, je ne suis pas tout à fait en accord avec ce qui a été fait. Après, c'est très personnel, je n'aimais pas de critiques, mais forcément, je pleurais. Et donc, en enregistrant la scène, je pleurais. En revoyant la scène, je pleurais. Là, quelques années plus tard, juste en l'écoutant, j'ai quand même les larmes aux yeux. Parce que c'est un moment, en fait, j'ai pas besoin de me mettre en mode acteur studio à m'imaginer des choses. C'est suffisamment la situation en elle-même. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le truc, on comprend très bien que tout le monde est mort. Et qu'elle se sent responsable de ça, que c'est un échec, et que, bon, voilà, c'est vraiment très, très dramatique. Forcément, ça, je sais pas, je peux pas expliquer, mais les larmes montent et tout arrive, quoi. Voilà, je suis emportée par ça. Parfois, il faut que je me calme un petit peu, justement, parce que j'ai besoin de mon esprit technique et de continuer à rester synchrone et intelligible. Donc, cette scène-là, on a dû la refaire, 3-4 fois, un truc comme ça. Mais on l'a toujours faite en un seul bloc. Il n'y a pas de reprise de son, il n'y a pas de... Voilà. Donc, parce que, justement, cette émotion devait rester présente. Et j'ai adoré travailler avec Nathalie Sionneau, qui est la directrice artistique de Breath of the Wild. Parce que, justement, on allait chercher toutes ces émotions et le caractère de Zelda qu'on a voulu... que j'ai eu envie de m'approprier très légèrement. Alors, toujours en restant dans le respect
de la VO, mais comme je vous disais, il y a certaines petites choses, certaines petites scènes que j'ai trouvées un petit peu, peut-être à certains moments un peu forcées ou simplement éloignées des codes de jeu qu'on peut avoir en France, ce qui est aussi le cas par exemple pour le manga parfois. Et c'est pour ça que regarder parfois le manga en VO peut être bien, puisque avec les codes de jeu français, il n'y a pas la même saveur. Et là, dans le jeu vidéo, c'est encore différent. Et pour Zelda, on a eu à cœur justement d'emporter les gens dans cette histoire et de donner du caractère et de l'ampleur à ce personnage. Et pour cette scène, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, personne n'est prêt pour ça. J'ai d'ailleurs été assez déçue qu'ils le mettent dans la bande-annonce, parce que pour moi, ça devait être une surprise. Et j'ai pas compris qu'ils l'exposent à ce point. J'avais envie vraiment que personne soit au courant et que les joueurs tombent sur cette scène complètement et soient démunis et que tout le monde pleure, quoi. Je me suis dit, là, je suis obligée de donner 2000% et d'embarquer le plus possible les gens avec moi pour avoir cette émotion. Et c'est ce que je trouve essentiel dans ce métier, c'est de pouvoir transmettre ces émotions et faire ressentir des choses aux gens. D'où ma question à chaque fois, là, ça fait quelques années, donc, mais quand le jeu est sorti, je voulais savoir, la première chose que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez pleuré? Et si la réponse était oui, même un petit frisson, un petit frémissement, voilà, un petit papillonnement, si la réponse était oui, je me disais d'accord, j'ai réussi mon challenge, c'est ce que je voulais faire. C'est d'autant plus vrai qu'on est récompensé de cette séquence après plusieurs dizaines d'heures de jeu, voire plus de 50, 60, 70 heures de jeu. Et on ressent viscéralement la détresse du personnage. Et c'est ce que nous disait Bastien Bourlet quand on l'a reçu, qui est la voix d'Eren Yeager, notamment dans l'Attaque des Titans, que par rapport aux Japonais, on ne pouvait pas suivre le japonais parce que eux, quand ils partent trop loin dans l'émotion, ça colle pas. En France, on peut pas crier ou faire des énormes... se rouler par terre comme peuvent des fois. Les Japonais sont très excessifs. On devrait pouvoir. Toi, justement, je comprends que tu aies voulu peut-être mettre un cran en dessous et pour être un peu plus juste. Pas pour cette scène en tout cas. Okay. Pour tous les pleurs qui s'en suivent, oui, j'ai baissé un petit peu le curseur, mais j'ai eu aucune retenue sur cette scène. Bien au contraire, il fallait lâcher complètement ses émotions et se mettre dans ce rôle-là. Il n'était pas question pour moi d'édulcorer. En tout cas, moi je suis toujours ému d'en parler parce que c'est vraiment un personnage qui m'a forgé, qui est tellement inspirant. Et en tout cas, on va le retrouver dans Breath of the Wild 2. Manifestement. On a eu des images hier. Oui, j'ai vu, j'ai très peur. Parce que autant j'ai vu le premier trailer, je me suis dit, ah super, sûrement personnage jouable, donc là, incroyable, ça s'est jamais produit, c'est super, elle va parler tout le temps, je vais avoir plein de trucs à jouer. En plus, ça a l'air beaucoup plus dark, ça a l'air vraiment intéressant. Et puis là, deuxième trailer, on la voit quand même tomber de très très haut. Ça a l'air d'être un peu au début. Donc j'attends de voir. Alors évidemment, je ne peux donner aucune information et je n'en ai aucune. Et je ne pourrais pas communiquer avant la date de sortie du jeu si ma voix est dedans. Je ne vois pas pour quelle raison je serais remplacée, mais voilà, je ne peux rien confirmer pour le moment, évidemment. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que j'espère vraiment que le personnage sera jouable. On sait que Nintendo, ils ont toujours un peu, ils cachent un peu tout, donc peut-être qu'au dernier moment, ils nous diront ça. Ou alors, c'est ce que j'ai pensé, peut-être que Link va être un endroit et que Zelda va être un autre. Ça serait pas mal aussi. Je les vois bien, en tout cas, cacher cette info qui est quand même... Ce serait malin de leur part. Oui. Mais bon, la bande-annonce du premier révélait quasi tout, donc j'ai peur. Écoute, on verra ça quand le jeu sortira en 2022. Peut-être qu'on pourra se revoir à ce moment-là et faire un spécial Zelda. Avec grand plaisir. Alors, on va passer à une partie de l'émission qui est notre partie culte, parce que c'est une partie qu'on a fait depuis qu'on a reçu Richard Darbois. Ok. Et qui est menée par Thomas. C'est un jeu qui s'appelle la Darbox. En hommage au maestro, qui a été le premier à y jouer. Et donc le principe est très simple, tout le monde peut répondre. J'ai choisi quelques répliques de tes films. Alors je suis parti sur plutôt une période assez nostalgique, donc c'est
souvent des films des années 90, un peu début 2000. Je dis la réplique. L'idée, c'est de retrouver soit le nom du personnage, enfin le nom du film et voir le nom du personnage. Ok. Il y a des personnages qu'on a évoqués pendant cette émission, mais la plupart, on les a pas évoqués. Ah, la pression. Alors, je commence. Je commence avec « Maman, regarde, j'ai rêvé d'un beau petit chien et il est venu. » Beethoven 2. Bien vu. Beethoven Bravo. 1. Beethoven 1, bah de Beethoven 1, je crois que c'était même pas moi. Je crois que j'ai fait que le 2, moi. C'est vrai? Ouais, il me semble, c'est Bah possible. Alors, en tout cas, c'est pas ce qui a... Pardon, Peut-être que je me suis trompée. Je me rappelle. Puis moi, je me rappelle de maman, ou non, papa, comment on fait les bébés? Ça, je me rappelle bien. Ah oui, alors ça, c'est le 2, c'est sûr. Ouais, ça, c'est le 2. Mais je crois. Alors, Ou alors, c'est si peut-être j'ai moi fait qui le me premier, suis- j'étais trop petite pour me rappeler. En tout cas, les deux Mais cette sont- phrase sont- m'a tout de suite sont crédités. m'a tout de suite tilté. Ouais. Si c'est toi, en tout cas, c'est cette petite fille qui trouve le nom de Oui. Beethoven en pianotant la Ouais. 5e symphonie. En tout cas, t'es J'espère noté, là, que c'est bien sur- moi. Excuse-moi, sur Wikipédia, t'es noté Beethoven 1 et Ouais, 2. mais Wikipédia, parfois, les gens, Ouais. ils mettent un peu n'importe quoi. Et C'est là, ça ouais. fait longtemps que j'y suis pas retournée pour vérifier les trucs. Mais je crois qu'il va falloir que je regarde parce que les dernières interviews que j'ai faites, on m'a sorti des trucs et j'ai fait je crois que c'est pas moi. Ouais, c'est pour ça que j'ai... Bon, en tout cas, Je désolé vérifierai. si c'est une erreur, mais... Pas de souci, mais il est possible quoi que qu'il en soit. c'est très très vieux. Hein. C'est très très vieux. 92. J'avais dit que ça serait Ouais. nostalgique. Hein. Ouais. J'étais pas née. On continue avec un rôle un peu similaire. Vous allez Mhm. comprendre pourquoi. Pourquoi t'as fait cette folie? Juste pour te faire remarquer par une jolie chienne? Je suis sûr que Jenna serait ravie de faire équipe avec toi. Ah, c'est Balto. Oui, J'allais ça- dire c'est Balto. oui. Pourquoi t'as fait cette folie? Juste pour te faire remarquer par une jolie chienne? Ouais, c'est Donc mon dessin encore, animé d'enfance. ben. Et quand j'ai découvert que c'était toi qui avais fait Rosie, mais il y a pas si Ouais. longtemps que ça, je me suis dit, je dis mais c'est génial en fait, parce que c'est vraiment un dessin animé nostalgie et que peu de personnes connaissent en fait. C'est J'ai vrai. l'impression qu'il y a très Injustement. peu de Mais personnes oui. qui le connaissent, alors que c'est vraiment un excellent dessin animé. En fait, c'est sorti à une époque où je pense que c'est vraiment au milieu des années 90. Ouais. J'ai plus exactement l'année en tête, mais c'est une époque où évidemment c'était Disney qui avait le C'était l'âge monopole d'or des de Disney, l'animation, et on oubliait un petit peu les autres studios, Mhm. dont Universal, qui n'est pas très connu pour l'animation, mais qui a fait Balto, et qui est pour moi à la hauteur d'un Disney Ah, des complètement, années ouais. 90. Ah, hein. je prends Balto, plaisir. 95. 95, voilà. Je prends plaisir à le revoir à chaque fois qu'il passe à la télé. Non, c'est vraiment un excellent dessin animé. Super film d'animation. Et donc un rôle, encore une petite fille amie d'un chien. Ouais. On continue avec Mon Dieu, faites de moi un oiseau, que je puisse m'envoler Ginny, loin c'est loin Ginny, d'ici. c'est Ginny. Cette scène dont je parlais. Dans une scène Forrest Gump, ouais. qu'on comprend évidemment pas quand on est enfant, mais qui Mhm. est particulièrement poignante. Prie avec moi, Forrest, prie avec moi. Mon Dieu, faites de moi un oiseau que je puisse m'envoler loin, loin d'ici. Cette scène m'a vraiment, vraiment beaucoup marquée parce que je l'ai refaite plusieurs fois. La directrice artistique, Danielle Perret, me disait refais, t'as peur, t'as vraiment peur. Et j'étais incapable de retranscrire cette peur puisque je ne comprenais pas cette peur. Heureusement pour moi. Et donc ça m'a vraiment marquée parce que j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu piquée dans mon minuscule ego d'enfant comédien, de pas y arriver en fait, et de refaire plusieurs fois. Je crois qu'on a dû faire 5-6 prises, un truc comme ça. Et elle me disait, vas-y, petit oiseau, prie, machin. Et c'est après que j'ai compris, voilà, ce que je disais tout à l'heure. C'est cette fameuse scène qui est magnifique, je trouve, et tellement crispante. Et la scène, alors j'ai revu du coup un petit peu la scène, mais la voix off d'après, qui est celle de Forrest Gump, adulte, est magnifique, puisqu'il dit Dieu ne l'a pas changé en oiseau, à la place, il a envoyé un service qui a dit qu'il ne fallait plus qu'elle reste chez elle. Enfin, évidemment, j'ai pas la réplique parfaite, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de ce film, c'est la voix off, c'est les répliques simples mais profondes, enfin bon. Et donc cette scène-là, évidemment... Bref, on aime ce film. On aime Forrest Gump. On a envie de le revoir là, tout de suite. Et si vous n'avez pas vu Forrest Gump, vous mettez sur pause, vous allez voir Forrest Gump. Et vous revenez après. Voilà. Vous avez vu Forrest Gump, on peut continuer. Il reste 2 répliques. Donc une... alors, tu vas nous dire si tu t'en souviens. Ça remonte à longtemps aussi. Bonjour papa, je t'ai fait du jarret de porc. ça peut être surprenant. Ça me dit quelque chose. Ça peut être tellement de personnes. Ça peut être n'importe quel film. Non, je sais pas. Oui, ça me dit quelque chose, mais alors je sais Vous plus. l'avez pas ?
Là, non, ça me dit rien, vraiment. C'est un film dont l'action se passe dans les années 50-60. Un film, un drame familial avec Ray Liotta, Corina et Whoopi Goldberg. J'adorais et c'est la première réplique de ton personnage qui ne parle pas au début du film. C'est vrai qu'elle est muette au début, Et en fait, donc avec au contact de Whoopi Goldberg de Corina, qui finit par gagner sa confiance, elle finit par prononcer la première phrase du film, qui est celle-là, quand son père revient. Bonjour papa, je t'ai fait du jarret de porc. Et son père est là, genre. Voilà. J'avais loué ce film dans Vidéo Club, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et oui, ça m'avait bouleversé déjà. Ça me file quand même un coup de vieux, hein, tout ce que vous dites. Mais après, j'étais jeune aussi à ce moment-là. Il faut voir à quel âge. C'est dur pour moi. Mais c'est tellement beau film. Ce film est magnifique. Les années 90, voilà, je vais faire mon nostalgique, mais c'était une époque. C'est vrai que Whoopi Goldberg, par les films de Whoopi Goldberg, on cite souvent Sister Act, etc. Mais celui-là, c'est méconnu, mais foncez voir. Avec le coup des feux rouges quand elle souffle, etc. Oh ouais, ça, c'est beau. J'ai fait ça toute ma vie après. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais. Et c'est ma rencontre avec Mike Dara. Ah oui, grande comédienne. Ouais. Il reste une dernière réplique qui est... Alors, c'est plus récent, mais ça va permettre de faire une petite transition. Je l'ai aperçu, c'est un garçon, mais lui n'a pas pu me voir d'ailleurs. Personne ne l'a vu. D'ailleurs, personne ne m'a vu, pardon. Je m'étais caché derrière une grande feuille de laurier. Arrietty Et le petit monde des chapardeurs. D'ailleurs, personne ne m'a vu. Je m'étais cachée derrière une grande feuille de laurier. Qui est un de mes Ghibli, puisque c'est pas Miyazaki, mais un de mes films Ghibli préférés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en ai pas vu suffisamment pour choisir mon préféré encore, mais oui, celui-là, il est excellent. Arrietty est très beau, très poétique. Ouais, d'ailleurs, il faut que je le montre à mon cher et tendre, qui ne l'a pas encore regardé. On s'est pris... Moi, j'en ai vu pas mal, hein, des Miyazaki et des Ghibli aussi. Et on s'est acheté toute la collection et on veut tout regarder. Et il a découvert il n'y a pas longtemps Kiki la petite sorcière, que j'ai doublé quand j'avais 17 ans. Il y a eu Nausicaa de la vallée du vent qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est le Miyazaki qui est... comment dire, qui marque un peu ma découverte réelle de cette œuvre entière, et aussi un petit tournant dans ma carrière. Justement, j'ai l'impression que c'était à cette époque que j'ai commencé à avoir des rôles un peu plus adultes, un peu plus matures. Voilà. Et rôle de princesse, ça, j'en ai eu pas mal. Je crois pas que c'était le premier, mais très très intéressante. Et puis surtout cette femme, en fait, au-delà d'être une princesse, c'est un personnage fort, une personne dévouée. Voilà, des choses qu'on retrouve un petit peu en Zelda, par exemple. Et j'aime beaucoup ces personnages-là qui sont loin d'être lisses. D'ailleurs, ça fait une super transition parce qu'on va s'écouter pour cette dernière partie d'émission un petit extrait de Kiki la petite sorcière. Ah, super. Je ne suis pas pressée, je peux peut-être essayer de vous aider. Ce four là-bas, il ne marche pas non plus. Oh, tu parles de ce four ? J'y faisais cuire mon pain autrefois. Je ne m'en sers plus depuis bien longtemps. Je peux essayer, je connais bien les vieux fours à pain. Ma maman m'a appris à m'en servir. Alors, est-ce que toi aussi, ta maman t'a appris à servir des fours à pain ? C'est la question que personne la ne pouvait question. prévoir. Tu ne crois pas si bien dire. On avait une vieille cuisinière à bois. Oui, donc Kiki la petite sorcière, comme tu le disais, que tu as doublé à 17 ans. Je pensais que tu étais plus jeune quand tu as doublé celui-là. C'était le premier sur lequel tu as... C'est le premier. Entre-temps, j'avais découvert Chihiro, voilà. Et Nausicaa, malgré qu'il soit plus ancien, puisque en fait, justement, c'est le succès de Chihiro qui a contribué. Enfin, Chihiro, princesse Mononoke, voilà, tout ça, ça a contribué à faire connaître Miyazaki. Donc, ils ont décidé de doubler en français ces anciens films, dont Kiki et Nausicaa et tout le reste. Et après, il y a eu donc Arrietty et Souvenir de Marnie aussi. Je vais pas oublier un truc, je sais plus. Oui. Et j'ai été étonnée qu'on me rappelle à chaque fois, puisque pour moi, on fait une héroïne. Voilà, c'est comme dans Disney.
Pour moi, si je fais un jour une héroïne Disney, ce qui n'arrivera jamais puisque je ne chante pas, je vous rassure tout de suite. C'est pas toi dans High School Musical qui chante du coup? Ah non, c'est pas moi, non. Heureusement. Et du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me rappelle pour enregistrer, enfin pour faire des castings en tout cas. Et à chaque fois quand j'ai réussi les castings, j'étais trop contente. L'anecdote sur Nausicaa, c'est que j'ai été choisie par Miyazaki lui-même. Oh. Nausicaa, je ne t'avais pas reconnu. J'ai beaucoup changé en un an. Mon père va être content de vous revoir. Voilà. Ça, c'est bien sur un CV quand Il même. y tenait particulièrement. Et donc j'ai été vraiment très heureuse. Très heureuse de faire ça. Est-ce que par rapport à d'autres films d'animation ou des séries d'animation, les films de Miyazaki ou les Ghibli, je sais jamais si on dit Ghibli ou Ghibli. Ouais. Bon bah. Je sais pas, moi ce que je disais parfois, je dis Ghibli. Moi je dis souvent Ghibli. Bah, en tout cas, est-ce que ces films-là sont particuliers au niveau du doublage? Parce que alors, en tant que spectateur, moi je trouve qu'il y a une ambiance, en tout cas une ambiance sonore vraiment particulière, notamment sur Arrietty, qui est tout évidemment tout est exacerbé puisqu'ils sont minuscules et tous les bruits sont très présents. Mais du coup, les voix des personnages sont extrêmement importantes au même titre. Est-ce que toi, tu sens une différence quand tu doubles ces films-là? Bien sûr, on a énormément de temps. Ces films sont traités exactement comme les productions cinéma qu'on fait en doublage, et c'est les productions les plus, luxueuses qu'on puisse avoir. On n'est pas pressé par le temps. Nausicaa, je me rappelle qu'on refaisait chaque scène au moins 3 fois, si ce n'est 5, ne serait-ce que pour trouver la petite variation, le petit truc très précis. C'est pas parce qu'on galérait, mais parce qu'on avait envie de faire un travail parfait et de rendre justice à la voix originale et à l'univers original. Donc, tous les films que j'ai pu faire pour les studios Ghibli, ont été traités de cette manière-là. Avec beaucoup de respect et beaucoup de temps. Ça s'entend. Alors, avant de passer à la toute dernière partie de l'émission, j'avais une question par rapport... Il y a un éternel débat sur le terme doubleur ou doubleuse. Brigitte Lecordier a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Ah oui, il faut que je la voie. pour en parler, se positionner. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te... En fait, pour moi, c'est comme le débat VO-VF. Pour moi, il n'y a pas de débat. Si vous dites doubleur pour dire que c'est des comédiens de doublage qui font du doublage et qui font des VF, tout le monde sait ce que ça veut dire, ça me dérange pas. Si on m'appelle doubleuse, je m'en fiche. À partir du moment où tout le monde a en tête ce que ça signifie et quel est le métier, peu importe comment on l'appelle, je suis pas... Voilà, je connais pas la position de Brigitte, je connais bien la position d'Éric Legrand. Voilà, et ça me fait toujours rire parce maintenant, j'ai même pas besoin de faire la précision ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit sur Internet, dans un commentaire ou en réel. Non, on dit pas doubleur, non, tu fais une erreur et tout. Bon, ça me fait rire. Personnellement, je m'en fiche complètement. Oui, au final, ce n'est pas bien grave. C'est pas tant pour l'erreur, je pense. Enfin, moi, je dis comédien de doublage ou comédienne de doublage, mais c'est plus justement par rapport à cette sensation qu'ont certains, du coup, comédiens de doublage, de n'être réduit qu'à du doublage en disant le mot doubleur. Alors, donc c'est pour très ne pas bien d'être réduit bien au sûr, doublage. mais pour ne froisser personne, puisque je ne sais pas du coup comment les personnes vont le prendre, je sais que comédien de doublage, c'est quand même c'est la valeur sûre, on va dire. Voilà, c'est le terme approprié entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand j'ai démarré, j'étais toute petite, mais je me rappelle très bien, le doublage, c'était vraiment le parent pauvre de la comédie. C'était très mal vu. Quand je passais des castings pour les tournages, mon agent m'avait dit « Surtout, tu ne dis pas que tu fais de la synchro ». À l'époque, on appelait ça de la synchro. C'était terrible. Il ne fallait pas en parler. C'était la honte absolue. Ça servait surtout aux comédiens qui faisaient du théâtre et qui, dans le théâtre il n'y avait pas beaucoup de budget, donc ils se faisaient un peu de sous en faisant de la synchro et voilà, et ça les faisait bouffer et ils s'en foutaient, soi-disant. Voilà, c'était la version officielle. Puis c'est devenu de plus en plus connu, reconnu. Les grandes stars ont commencé à s'y intéresser, à faire des petites apparitions dans certains films, à dire que c'était pas facile du tout. Et puis là, tout d'un coup, tout le monde a voulu en faire. Tout le monde s'est dit « Oh, c'est super, le doublage, j'adore ». Mais je pense toute cette génération, dont fait partie Brigitte ou Eric, voilà, ont été marqués par ça, à se sentir, dévalorisés et à devoir justifier, de dire
on fait pas que du doublage, on est aussi comédien à côté, on monte des pièces de théâtre, regardez, on n'est pas juste à faire du doublage. Je comprends tout à fait ce point de vue et il se justifie totalement. Et d'ailleurs, à mon sens, un vrai comédien, il va être à la télé, au cinéma, et il va faire de la voix, il va faire de la pub, il va savoir tout faire. C'est pas mon cas. Peut-être que je suis pas une vraie comédienne, mais je m'en fiche, puisque moi, mon bonheur, il est dans le fait de faire des voix différentes. Et que ce bonheur-là, je ne l'ai pas trouvé à l'image. À l'image, je peux faire qu'un seul type de rôle qui correspond à mon seul physique, que je peux pas modifier, je peux pas prendre 30 cm d'un coup ou 30 kilos, ou je sais pas, c'est un peu compliqué. Et donc en voix, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. On arrive le matin, on interprète un personnage, on change de studio, tout d'un coup on est un petit chien dans un truc. C'est génial et j'ai aucune honte à ça. Du coup, je ressens pas le besoin de me justifier en disant « Attendez, je suis comédienne ». Parce que de toute façon, les personnes qui aujourd'hui arrivent dans ce métier et qui essayent de devenir comédien de doublage se rendent compte très vite qu'il faut savoir jouer la comédie. On n'a même plus besoin de l'expliquer. Alors qu'à l'époque, il fallait l'expliquer. C'était pas une évidence pour tout le monde. Ça allait pas encore tout à fait. Mais si on s'y intéresse suffisamment, on se rend compte très vite qu'il faut avoir une notion de comédie. Mais cette notion de comédie, elle n'est pas obligée de passer par autre chose et de devoir justifier autre chose. On peut apprendre à jouer la comédie en lisant un bouquin, par exemple. C'est drôle parce que sur le côté liberté, qu'on ne retrouve pas à l'image en incarnant physiquement quelqu'un, c'est à peu de choses près exactement le même discours que tient Andy Serkis quand il parle de la performance capture. Il dit, lui, je peux jouer un singe de 10 mètres ou un hobbit. Enfin, bref, c'est vrai que la capture, en effet, je me suis dit un jour, j'aimerais bien faire ça. Mais je suis plus habituée à évoluer physiquement. Donc il faudrait que je réapprenne. Parce que moi, mon métier, c'est d'être statique derrière un micro. Donc mes gestes, mes mimiques ne sont plus du tout naturels, ça n'a rien à voir. Donc il faut réapprendre. Si jamais un jour je peux interpréter un personnage en capture motion, j'adorerais. Parce qu'en effet, ça permet une liberté énorme, tu as raison. Notamment en jeu vidéo, c'est souvent... Alors si tu fais partie d'un jeu vidéo français, peut-être tu auras la chance de... Cool. Ceci est une bouteille à la mer. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission, qui est la Reco VF. Donc on va donner chacun à notre tour une petite reco, une pépite, que ce soit dans ta voxographie ou ailleurs, selon ce que vous avez, selon ce qui vous vient. Thomas, on peut commencer par toi. Alors, pas du tout objectivement, j'ai choisi Souvenir de Marnie, que tu as évoqué tout à l'heure, parce que j'aime beaucoup ce film, et alors je l'aime aussi pour des raisons très intéressées, c'est-à-dire c'est le film qui m'a permis d'aller à Tokyo visiter les studios Ghibli. Donc, Génial. Voilà, et c'est pour la petite anecdote, ils ont un musée, donc le musée dédié à Miyazaki, qui est un endroit incroyable, vraiment très bizarre en fait, mais un peu à l'image de ses films, je trouve, très loufoque, on va dire. Et alors les studios, on s'attendrait à un grand campus à la Pixar ou à la Disney, quelque chose qui envoie quoi. Et en fait, si tu passes devant et que tu sais pas que c'est les studios Ghibli, tu sais pas ce que c'est, on dirait une agence de voyage. Et bref, voilà, c'est là-dedans, dans un petit bâtiment. D'ailleurs, ils ont peut-être déménagé, parce qu'à l'époque, ils étaient dans une sorte de mi-faillite. C'est là-dedans que se créent les films que vous connaissez et que tu doubles. Alors, j'ai visité le musée, mais pas les studios. J'aurais adoré. D'ailleurs, à chaque fois, on me dit « Mais tu devrais leur dire que tu viens et tout. » Si tu vas au Japon, tu leur dis, mais bon, j'ose pas trop. Et le musée, j'ai adoré, ouais. Mais si tu as été choisi par Miyazaki lui-même, je pense que tu peux te permettre de passer un coup de fil. Ça, ouais, mais bon, on verra. Toujours son dernier film. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai. que dès que ça reviendra, tu seras dedans. Maman, toi, du coup, qu'est-ce que tu as choisi ? Je vais rester dans l'animation, de manière pas du tout originale, n'est-ce pas ? Sauf que j'ai pas choisi un Ghibli ou un Ghibli, voilà. Le débat restera entier à la fin du podcast. Je me rappelle plus comment on dit, mais il y a une prononciation correcte. J'avais demandé à une japonaise. Et alors, c'était quoi ? Ghibli. Donc Ghibli. Donc je n'ai... Allez, Ghibli. Je n'ai pas choisi de Ghibli. Je ne sais d'ailleurs pas du tout de quel studio ça vient. Moi, j'ai choisi Maquia, qui est aussi un film d'animation japonaise dans lequel tu as doublé le personnage principal. Le personnage éponyme d'ailleurs, puisqu'elle s'appelle Maquia, et qui, moi, m'a complètement bouleversée. Je vais vous répondre.
Moi, j'ai 15 ans et le bébé, je ne sais pas. Je suis tombée dessus totalement par hasard parce que je n'en ai jamais entendu parler nulle part. Et je trouve ça très dommage parce que il est vraiment beau visuellement et scénaristiquement parlant. Il est très émouvant. Voilà. Moi, je peux le revoir 10 fois, je pleure parce que c'est des thématiques qui me touchent personnellement et qui touchent sûrement beaucoup de monde puisque c'est en rapport avec la famille, l'immortalité, tout ça. Donc, ouais, moi, c'est ma reco parce que je vois trop peu de personnes qui me disent qu'ils n'ont même jamais entendu parler, qui ne connaissent pas de titre, de visu. Voilà, quand je monte l'affiche, personne ne sait ce que c'est. Pourtant, il est sorti il n'y a pas si longtemps oui, ce que ça. j'allais dire, le doublage s'est fait il n'y a pas si longtemps. Oui, et je crois que ça date d'il y a 2-3 ans. Bah, peut-être pas, non, parce que même je moi. crois que j'avais un masque en venant. Alors, je ne saurais pas dire parce que moi, Il y a un indice. Il y a un petit indice, je crois bien, je suis pas sûre. Je l'ai découvert en août de l'année dernière. Donc oui, c'est possible que ça ait été fait pendant le premier... Et il est sorti peu de temps après l'avoir doublé, je crois. Et pour la petite anecdote, je l'ai doublé au Luxembourg. D'accord. Donc en une seule journée, j'ai fait tout le rôle. Et j'ai été aussi particulièrement touchée par ce personnage et par cette histoire. Voilà, il y a aussi des scènes un petit peu émouvantes. J'avais presque oublié ce rôle. Parce que je l'ai fait très vite. Mais maintenant que tout ça m'est revenu, je te rejoins. C'est quelque chose à voir. De toute façon, je l'ai vu et dès que j'ai vu le générique, j'ai tout de suite fait un tweet en disant merci Adeline parce que c'était vraiment. Je suis passée à côté. Non, peut-être. du tout, pas du tout. Non, tu es pas passée à côté. J'ai eu mon petit j'aime là, façon Twitter, super. Donc j'étais contente. Non, bien sûr. Et ouais, j'en parle à tout le monde maintenant, tous ceux qui regardent de l'animation japonaise. Je dis mais tu connais Makia ? Bah non, pas du tout. Mais regarde. Si vous aimez Miyazaki, justement, Ghibli, les studios Ghibli et tout ça, on est dans cette veine-là, je trouve. Oui, totalement. Ouais. Mais c'est une histoire très intéressante qui soulève pas mal de questions aussi, voilà, et la notion du deuil aussi. Oui, d'ailleurs, je pensais en le commençant et après avoir lu le synopsis que j'allais avoir le droit à une histoire d'amour. Puisque pas du tout. Oh, si, quand même. Pour resituer la chose, l'héroïne est immortelle et dans le synopsis, on racontait qu'elle rencontrait un garçon qui, lui, était mortel. Donc, je pensais que ça allait être vraiment une histoire d'amour de ce type-là. Et en fait, en voyant le film, on se rend compte qu'elle ne rencontre pas un garçon, elle rencontre un bébé. Un bébé qu'elle va élever et qui, lui, vieillit. Et donc, potentiellement, va finir par mourir alors qu'elle sera encore là. Et ça change complètement. Du coup, j'ai vraiment découvert le film comme si, au final, j'en avais jamais lu quoi que ce soit. Et c'est peut-être mieux, au final. Parce que j'ai vraiment été surprise de la tournure du scénario. Et c'est ce qui m'a touchée. Je pense que j'aurais pas vécu la chose de la même manière si ça avait été une histoire d'amour, comme on en voit dans plein d'autres drames romantiques. Mais non, c'est vraiment très beau. Et je pense que tout le monde peut être touché par ce film-là. Okay. Et toi, Adeline, si tu devais choisir un film, en général, pas que dans ta bossographie, mais en général, un film que tu regardes que en VF, un film d'animation, un film live, quelque chose que tu peux que regarder en VF, c'est pas possible de le voir en VO. Oh, c'est une question très compliquée, j'aurais dû réfléchir à ça. Ouais, beaucoup pensent à Retour vers le futur ou les Bruce Willis, par exemple. Est-ce que toi, c'est pas trop ton truc ? Non, j'ai pas d'affect. Bon, je vais pas recommander Harry Potter, même si c'est un de mes films préférés et que j'adore la VF, même si je suis un peu jalouse parce que j'aurais aimé faire Hermione. Ah oui, c'est vrai que ça aurait été. Non, je pourrais recommander, pas par rapport à la VF, bon, je sais que c'était le principe, mais c'est pas pour ça, c'est par rapport au scénario. Pour les personnes qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo et qui ont envie de découvrir The Last of Us. Je suis obligée de revenir là-dessus. Il existe des vidéos sur YouTube, des personnes en fait qui ont joué au jeu et qui ont tout monté de sorte à ce que ce soit comme un film. Donc la première vidéo sur The Last of Us dure 3 heures et The Last of Us Part 2 dure 6 heures. Voilà, donc ça se fait comme une série un peu. Et bon, alors je sais qu'il y a une série qui va sortir et tout ça. Mais c'est ce que je recommande en fait aux personnes qui ne connaissent pas forcément et qui n'ont pas l'occasion de jouer aux jeux vidéo ou qui s'y intéressent pas. Mais je recommande absolument ce scénario qui est incroyable. Pour la faire courte, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, ça se passe dans un monde post-apocalyptique
il y a des zombies. Ça s'arrête pas à ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a besoin d'être transportée d'un endroit à un autre pour une raison. Et puis elle va être accompagnée et protégée par un mercenaire, endurci par la vie. Et au cours du voyage, les liens vont se créer, des liens forts, tels des liens de père à fille. Et une question cruciale va se poser à la fin de ce voyage. C'est bien résumé. Tu résumes très très bien. Je ne connais pas les jeux vidéo, donc là, pour le coup, j'ai envie de regarder. Bah voilà, Et je vous pouvez recommande. aussi jouer en mode facile, puisque moi j'ai fini Oui, les deux. bien Et sûr. c'est vrai que, après, c'est le principe du jeu vidéo, mais l'expérience de joueur, les actes qu'on fait indirectement, et, C'est différent. on vit vraiment la chose d'une manière particulière. Et avant de finir l'émission, moi je vais Surtout partout. Ouais. Avant de finir l'émission, moi je vais recommander It Follows, qui est une petite pépite horrifique, où tu as doublé le personnage, tu as prêté ta voix à Maïka Monroe, et c'est vraiment une pépite horrifique qui change de tout ce qu'on peut voir dans le paysage de l'épouvante horreur. Donc allez voir It Follows en VF. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je peux faire le résumé si tu veux. Ah oui. Tu fais bien les synopsis, moi je trouve. C'est vraiment, ça donne envie à chaque fois. Il m'a foutu des frissons, ce film. C'est vrai qu'il est particulier parce que au-delà d'être un film d'horreur un peu, mélangé à un film d'auteur un peu, mais pas que, il glace. Il fait super peur. Et en plus, après, on réfléchit à plein de trucs. Je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire, c'est une histoire bête. C'est une malédiction qui se transmet sexuellement. Dit comme ça. Donc, dit comme ça fait pas forcément envie. Et le personnage que j'interprète se retrouve piégé par cette malédiction. Et cette malédiction, c'est de voir quelqu'un qui marche vers vous. Et si cette personne vous attrape, si elle vous rejoint, elle vous tue. Voilà. Et cette personne peut prendre l'apparence de n'importe qui. Ça peut être votre frère, ça peut être vous-même, ça peut être un inconnu ou une inconnue. Et elle ne fait que marcher. Donc dit comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce nanar ? Et en fait, il y a une ambiance, il y a un truc qui nous emmène complètement. Et on en vient peut-être à devenir un peu parano. Sur ces fameuses silhouettes qui se dirigent parfois vers nous dans la pénombre. Mais il n'y a rien de plus angoissant, je pense, que de fuir quelque chose qui ne prend pas la peine de courir derrière nous. Parce qu'on se dit, mais en fait, si la personne marche, c'est qu'elle va finir par nous rattraper. Et que nous, en fait, on est juste impuissants et ce qui doit arriver va arriver. Et moi, c'est ça qui me fichait une et puis trouille surtout, bleue. quoi faire ? Quoi faire, exactement. Quoi faire ? Donc dans le film, ils vont essayer plein de trucs et on va voir si toutes nos théories sont exposées ou pas. C'est très intéressant. Donc voilà, allez voir It Follows Et donc, l'émission on va terminer l'émission là-dessus. Merci beaucoup Adeline. De rien, avec plaisir, merci. Merci Manon. De rien. Merci Thomas et merci Arthur à la technique pour l'enregistrement de l'émission. Merci Vincent. Merci à tous. Oui, merci Vincent. On se retrouve dans un petit mois normalement pour un nouveau numéro. Ça sera la surprise. Oui. Salut à tous. Salut. Salut. Allociné,